l'idée des recherches que j'ai fait, donc j'ai eu moi-même ce qu'on appelle un épuisement professionnel. J'ai vécu donc la nouvelle gestion, mais dans un service public. C'était une association en 1901. Et je me suis rendu compte rapidement, avec des objectifs de résultats, etc., que de plus en plus, ça entravait le sens même de mon travail. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui était comptable et qui changeait d'orientation, parce que je travaillais dans l'orientation professionnelle, et il m'avait dit cette phrase, donc avant c'était moi en tant que comptable qui rendais des comptes donc aux dirigeants, et maintenant ce sont les dirigeants et les professionnels qui me rendent des comptes. Et c'est vrai que ce changement-là avait profondément changé le sens même de son travail. Et voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le contrôle de gestion, donc, c'est la fonction de la comptabilité qui est passée d'un calcul des coûts, hein, tout simplement, qui faisait partie du département financier au comptable et qui est en fait a été transféré à une fonction réellement de pilotage de l'organisation. Et à travers donc plus seulement donc contrôler les comptes ni informer de tout ça, mais aussi prévoir ce qui se passerait dans le futur, donc avec des projets, avec des prospectives, et donc expliquer aussi les écarts. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on a un outil, puisque telle une gestion, c'est difficile de dire que c'est en fait une idéologie, mais en fait, on va voir ensemble que cet outil-là véhicule tout un ensemble de par les biais qui sont véhicule donc une idéologie néolibérale, donc dénonce notamment Joseph Stiglitz, et c'est vrai qu'il est important de savoir que quand on mesure quelque chose, si les mesures qu'on fait, si le mètre que j'ai est faux, obligatoirement ça me fait prendre des décisions qui ne sont pas justes. Et c'est ce que rappelle d'ailleurs le même Joseph Stiglitz qui a fait le rapport Stiglitz, je ne sais pas si des gens ont eu connaissance de ça, qui était donc un ensemble de chercheurs et d'économistes donc en 2007 je crois, en tout cas c'était sous Sarkozy, et qui ont rendu un rapport pour étudier justement les limites du système économique actuel. Et alors, pour le contrôle de gestion, alors là je me base sur le livre de Florent Fouque, qui est assez peu connu, mais qui est un contrôleur de gestion qui en fait a étudié, s'est rendu compte que en effet son métier faisait que souvent c'était contre-productif, et il a cherché à comprendre de comment a été fait cet outil. Et il a utilisé notamment la démarche systémique pour comprendre comment a été construit. Et, en fait, il y a 10 commandements, donc il part du principe, donc ça s'appelle l'anti-bible du contrôle de gestion. Donc c'est un livre, alors là c'est moi qui l'ai imprimé parce que je l'ai acheté numérique, et donc il décrit les 10 commandements du contrôle de gestion, donc qu'on apprend à tous les contrôleurs de gestion. Et il les analyse à travers le filtre justement de l'analyse systémique. Et donc en fait, ce qu'on peut repérer au niveau de cet outil, c'est que il y a une confusion entre la carte et le territoire, c'est-à-dire que c'est comme par exemple quand on est dans une voiture, c'est que on confond le tableau de bord et la réalité de la route. Il y a tout un ensemble d'éléments qui manquent et qui du coup manquent en tout cas à la vision globale, et peut générer des accidents en effet si on ne regarde que le tableau de bord. Ensuite, donc, il y a aussi l'omission de la vision d'avenir. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle un peu le management au rétroviseur. C'est en fonction des résultats que j'ai eus avant que je vais déterminer ce que doit être l'année suivante. Et en général, d'ailleurs, c'est toujours
plus, hein, donc un chiffre d'affaires plus important. Et ce qui omet une chose importante, c'est la vision qu'a normalement un dirigeant par rapport à sa société. Ensuite, donc, c'est le diktat du budget, des dépenses et des recettes, c'est-à-dire que tout est vu à travers ce prisme-là, parce qu'en fait, c'est lié aux bénéfices et aux profits donc, des actionnaires. Et du coup, tous les autres paramètres donc, ne sont pas pris en compte. Ensuite, donc, c'est le mythe de tout est prévisible, donc dans ces chiffres et ces tableaux qui sont faits, donc du coup, et les prévisions, donc tout est prévisible. Dans la réalité, on s'aperçoit que c'est rarement le cas. Il y a toujours des choses, d'ailleurs au niveau du travail, le travail c'est finalement ça, hein, le travail c'est quand j'ai une situation qui n'est pas prévue et ma compétence me permet de trouver des solutions justement à cette situation-là. Ensuite, il y a quelque chose de central, c'est aussi le coût de revient, hein, tout est vu au niveau du prix qu'est vendu le produit ou le service en question, hein, donc et évaluer sa rentabilité. Autre élément, donc, alors tout ça c'est décliné en fonction de chaque commandement, hein, donc les 10 commandements qu'il fait. Alors bon, là il y en a 9, mais donc c'est parce que le dernier c'est plus sur la fonction, mais le diagramme, alors aussi de résoudre tous les problèmes à partir de la loi du 80-20, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, ou le diagramme de Pareto, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, une société, si on veut faire des économies, on va prendre les 80% qui rapportent le plus, et puis les produits, les 20% qui rapportent le moins, on va les sous-traiter ou on va les enlever, etc. Voilà. Et tous les problèmes, en général, sont résolus par ce diagramme-là. Ensuite, donc, on en vient à l'évaluation donc, des personnes et des individus, donc, qui se font bien sûr par rapport à des objectifs qui sont prévus, mais aussi par rapport au respect des procédures. Donc ça aussi, c'est dans la formation, en tout cas dans les commandements de cet outil-là de gestion. Et puis la surabondance aussi des indicateurs de mesure, hein, où on mesure beaucoup de choses, qui fait qu'il y a une foison ensuite d'indicateurs et où on ne sait pas trop les relations, ou en tout cas c'est difficile de prendre des décisions parce que plus on a de mesures et plus c'est difficile aussi de décider. Et le dernier, donc, c'est sous-estimer aussi la qualité des données. On fait plus, enfin, l'outil de gestion lui-même fait plus attention prend pour comptant, hein, le fait que dans les tableaux, sur telle donnée, c'est tel chiffre, alors qu'en fait, souvent, le renseignement des données, donc si c'est la réalité, si ça doit bien rentrer dans cette case, c'est pas toujours pris en compte, et souvent, les gens le mettent, ils sont pas trop sûrs, pas trop, voilà. Donc et la fiabilité de ces données-là, en fait, est souvent juste, en tout cas, c'est sous-estimé par le contrôle de gestion et ça peut avoir aussi des répercussions. Alors là, je vous en parle de façon assez théorique, mais c'est vrai que dans ce livre-là, ce qui est agréable, c'est qu'il prend à chaque fois des situations très concrètes. Alors moi, je suis psychologue, alors la comptabilité... je nage, mais en fait il prend à chaque fois l'exemple d'un contrôleur de gestion, monsieur machin, qui est embauché pour faire ça, voilà, et ce qui permet rapidement de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Il avait fait même une vidéo où il expliquait comment, à partir des règles du contrôle de gestion, il arrivait à prévoir un truc, à faire quelque chose qui était contraire à ce qu'il avait prévu et contre-productif, et c'était uniquement dû à son outil. Voilà. Alors, du coup, ce qui se passe par rapport au contrôle de gestion, comme tout est prévisible, etc., c'est qu'en fait, toute difficulté de la réalité qui est rencontrée, donc, qui entrave, donc c'est vu comme une entrave pour atteindre les objectifs,
Et tout ça est toujours conçu comme une lacune de l'individu ou de l'organisation ou de l'État ou du service. Les objectifs qui sont fixés ne sont jamais remis en compte. Et donc il faut, et c'est pour ça qu'après, donc une des fonctions c'est expliquer et puis prévoir, ben, c'est aussi après apporter des corrections, mais à l'intérieur et dans l'organisation. Voilà, et donc c'est une perversion de la réalité, puisqu'en fait, dans les et un viol aussi des règles d'équilibre de la société, et en tout cas du service ou autre, parce qu'il y a toujours par rapport à ça des éléments qui font qu'en effet, quoi qu'on fasse, il y a des impondérables qui font que on ne peut pas atteindre les objectifs. Et que ce n'est pas toujours dû, en tout cas, à une mauvaise organisation ou à une mauvaise, ou alors une personne qui n'est pas adaptée à son poste. Alors, au global, donc sur cet outil, ce qu'on peut dire, c'est que l'outil de contrôle de gestion ne prend pas du tout en compte le facteur temps. Enfin, hormis donc sur le prévisionnel, etc., mais le facteur temps, et il estime qu'en fait, tout est toujours réversible. Or, c'est pas vrai dans la réalité. Il y a des choses, quelquefois, qui sont faites et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Deuxième chose, c'est qu'en fait, cet outil de gestion coupe les choses en tranches de saucisson pour les analyser et les comprendre. Et donc, ça isole des facteurs et ça omet tout un ensemble d'interactions que seuls, en effet, les professionnels, eux, peuvent faire et que seuls des chiffres ou des tableaux ne peuvent pas rendre. Et au total, donc, cet outil de contrôle de gestion empêche une perception globale de la situation et aussi durable par rapport au temps. Alors, durable ou on dit aussi soutenable, parce que, notamment par rapport à l'environnement, donc il y a des systèmes qui, en effet, par rapport à ça, ne peuvent pas perdurer longtemps. Alors, pourquoi l'outil de gestion a été conçu de cette façon-là? Donc, en fait, par rapport à ça, cet outil a été est lié aux normes comptables internationales qui ont été mises en place. Et ces normes internationales, j'en ai parlé dans la dernière fois dans ma conférence sur les services publics face au New Public Management, parce qu'en fait, ce New Public Management est la déclinaison de ces sciences de gestion, en tout cas cette nouvelle façon de gérer les organisations, puisque dans le système actuel et notamment dans l'Union européenne, les États doivent devenir des sociétés de marché, c'est-à-dire que c'est pas seulement tout libéralisé, mais c'est que aussi les États doivent fonctionner comme des entreprises. Et ça, c'est dans la conférence précédente. Pour ceux que ça intéresse, alors je n'ai pas mis encore en vidéo, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Les normes internationales qui ont été mises en place prennent en compte la valeur marchande immédiate de l'entreprise, de l'organisation ou de l'État. Et pourquoi? C'est par rapport aux intérêts des actionnaires qui sont dans une logique de rentabilité à court terme. Et par contre, donc, ça néglige complètement la pérennité des entreprises qui est la plus liée à l'intérêt des salariés, des fournisseurs et des sous-traitants aussi et de l'environnement. Alors, ces normes internationales, il y en a plusieurs. Elles sont toutes édictées par l'IASB, qui est donc International Accounting Standard Board, c'est un organisme en fait qui s'est auto-proclamé, donc avec des spécialistes de la gestion, notamment dedans vous retrouvez les grandes banques
internationales, et puis aussi les grands cabinets d'audit dont on va parler tout à l'heure, et leurs fonctions. Donc de façon justement à libéraliser le commerce et mettre en place donc la politique néolibérale. Ils ont mis en place et ils ont édicté des normes comptables internationales. Ces normes ont été alors il y en a pour le public, le secteur public, et puis donc c'est l'IPSAS, et puis ISA aussi, mais ISA n'a pas été, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais voilà. Et puis, alors, il faut savoir que pour le secteur public, ça comprend aussi les entreprises qui travaillent dans le secteur public, mais qui ne sont pas forcément publiques, et par exemple, les syndicats, les associations, donc, sont sommés d'avoir aussi un commissaire aux comptes, depuis quelques années, je ne sais pas exactement depuis quand, mais ça s'est mis en place. Et puis vous avez donc les IFRS, donc ce qui est là pour les secteurs privés et pour les entreprises qui sont cotées en bourse, donc qui a été imposé par l'Union européenne en 2002 pour justement faciliter les rachats, les fusions, etc. Puis le commerce. Ça a d'ailleurs donné lieu en France à moi j'en ai pas entendu parler dans les journaux, mais en tout cas apparemment en cherchant, c'est les entreprises françaises, il y a eu beaucoup de résistance à mettre ça en place, et c'était sous Jacques Chirac que ça s'est fait, et ça s'est pas fait tout seul parce que c'était de se mettre au pli de ces IFRS, même pour les entreprises qui étaient déjà cotées en bourse, c'était compliqué, c'était pas du tout les mêmes modes de valorisation de la performance des entreprises. Voilà. Donc, alors, quel est l'objectif de ces normes internationales? Bon, je l'ai dit un petit peu en présentant, mais en fait, par rapport à ça, donc c'est que ces outils de gestion et ces normes internationales donnent à lire aux investisseurs les informations qui lui permettent d'estimer si l'entreprise ou l'État, par rapport à sa dette, etc., va lui permettre de faire de la plus-value, et lui assure de garder son capital. Voilà. Donc, donc tout ça a été adopté donc au niveau mondial, de la mondialisation, par rapport au fait de cette politique de donc faciliter les échanges et le commerce, et de aussi donc tout ce qui concerne les mouvements de capitaux, donc la possibilité de délocaliser, la possibilité donc de privatiser, la possibilité, l'obligation de privatiser, et aussi donc tout ça lié au traité de libre-échange dont on parle, puisque le néolibéralisme c'est ça, c'est en gros c'est les marchés qui décident seuls sans contrainte et qui s'équilibrent. Donc tout ça donc, va permettre à ces mouvements de capitaux et ces nouvelles façons de présenter les comptes des entreprises va permettre de faciliter tout ça. Et ça se base aussi sur une chose qui est importante, c'est sur la création monétaire aussi de la dette, puisque ces mouvements de capitaux, pourquoi on leur confie donc ce pouvoir de pouvoir acheter et puis de pouvoir donc faire des plus-values, etc. Et bien c'est parce qu'en fait on a déconnecté la monnaie, donc la monnaie de comment dire, pour créer de la monnaie. Alors moi je l'ai appris il y a à peu près 5 ans, pour créer de la monnaie, je pensais comme beaucoup que les États devaient donc être suffisamment riches, donc par rapport à leur stock d'or, pour pouvoir émettre de la monnaie.
Et puis qu'en fonction de ça, donc ça faisait fluctuer, donc en fonction de la richesse réelle qu'avait, donc de l'économie réelle qu'avait le pays. Et en réalité, non, en 71, donc depuis 71, tout ça a été changé. Donc c'est le président Nixon qui a changé ça et qui a donc permis donc, aux banques privées de créer de la monnaie à partir, donc on dit ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, ou en tout cas à partir de dettes. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, vous avez un petit schéma qui explique, donc en fait aujourd'hui comment on fait pour créer de la monnaie, hein, donc il ne faut pas créer de la réelle richesse, hein, il faut simplement donc quelqu'un vienne, si par exemple j'ouvre une banque demain et puis il y a quelqu'un qui, j'ai rien dans mes coffres, mais il y a quelqu'un qui vient qui me dit ben voilà j'ai besoin de 100 millions d'euros, je lui dis ben, très bien, hop, je lui crée 100 millions d'euros, vous me signez la dette, voilà, et que si vous ne me remboursez pas, ben, vous avez l'hypothèque, etc. Et j'ai créé donc sur son compte, j'ai créé donc 100 000 euros de tout ça. Donc c'est toute cette libéralisation en tout cas des capitaux est très très liée en effet à la dette, et d'ailleurs on a vu la conférence dernière comment l'État avait été obligé de mettre en place en effet ces critères-là pour justement satisfaire les investisseurs, enfin en tout cas ceux qui détenaient la dette française, enfin ceux qui détiennent la dette des États. Voilà, alors ce choix politique donc néolibéral de libéralisation des capitaux, de libre-échange, etc., notamment est inscrit dans les traités européens, donc depuis Maastricht, et actuellement donc ce sont au niveau de la privatisation des services publics, donc c'est l'article 106 donc du traité de fonctionnement de l'Union européenne, parce que le traité de Lisbonne qu'on avait refusé par référendum en France donc en 2005 finalement a été quand même signé en 2007 et ils l'ont dissocié en deux, donc le TUE, le traité sur l'Union européenne, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Voilà, alors ça paraît un peu compliqué, mais bon, c'est juste qu'ils l'ont coupé en deux, voilà. Mais voilà, donc pour la privatisation des services publics, donc c'est demander dans les traités que tous les pays membres de l'Union européenne donc libéralisent leurs services publics et le confient donc au privé. Donc ils appellent ça les monopoles d'État. Hein, ensuite, donc l'interdiction d'intervention des États dans le flux des mouvements de capitaux, des marchandises et tout ça au niveau mondial, c'est les articles 32 et 63 du même traité. Et puis ensuite la confiscation. Alors ce que je vous disais par rapport à la création monétaire, il est aussi inscrit qu'il est interdit aux États membres de faire de la création monétaire et qui sont obligés de faire des prêts auprès des banques privées. Alors c'est vrai que bon, que ce soit fait par la Banque de France ou les banques privées, a priori ça semble pas trop gênant. On se dit bon, la dette, il faut pas faire de dette quoi. Mais en réalité, ce qu'il y a, c'est que bon, un État doit fonctionner avec de la dette, et le problème qu'il y a actuellement par rapport aux banques privées, c'est que elles créent en effet, comme je vous disais, les 100 000 euros sur votre compte. Sauf que quand elle vous dit, ben oui, mais vous devez me rembourser la somme sinon, mais vous me devez aussi des intérêts. Vous me devez par exemple 5% d'intérêts. Mais ces 5% d'intérêts-là, qui font quand même une grosse somme, ben ceux-là, elle ne les a pas créés. Hein, elle ne les a pas créés du tout. Et ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure, les intérêts grossissent. Hein. Il y a notamment la conférence dernière, j'avais montré donc la courbe où vous aviez la courbe qui était, qui était relativement stable hein, sur la dette, et par contre on voyait une courbe exponentielle si on prenait en compte tous les intérêts. En gros, vous avez, j'avais vu sur un
un document qu'il y avait 90 000 € par minute qu'on devait trouver pour payer uniquement les intérêts de la dette. Voilà. Alors qu'avant, quand en effet c'était la Banque de France, notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc la France avait nationalisé la Banque de France. Donc les prêts qu'elle obtenait étaient quasiment à taux zéro. Hein. C'est-à-dire que ces intérêts-là de la dette, on ne les payait pas. Peu. Alors, qui est-ce qui verrouille ce système-là de gestion qui s'est mis en place et qui permet donc de mettre en place tous ces mouvements de capitaux et surtout que les investisseurs donc, puissent évaluer les dettes? Et bien, en fait, vous avez les grands cabinets d'audit, donc j'en ai parlé tout à l'heure, hein, des commissaires aux comptes, donc, qui sont là pour contrôler donc les rapports qui sont remis par les entreprises. Donc c'est des audits qui sont externes. Alors ça a été dans les années 90, ça s'est concentré. Il y en a essentiellement plus que 4, hein, on les appelle les Big Four. Donc vous avez Deloitte, vous avez KPMG, Ernst & Young et PwC. Ces Big Four donc, conseillent les gouvernements et les multinationales notamment par rapport à ça, alors ils ont un chiffre d'affaires assez colossal puisque c'est un marché de l'audit du coup qui n'existait pas avant et qui a pris une ampleur énorme puisque tous les pays et les multinationales donc, fonctionnent avec ce système d'audit là donc ils valident en même temps les comptes, mais aussi, et on l'a vu à travers les LuxLeaks notamment, hein, les paradis fiscaux, enfin, en tout cas l'évasion fiscale qu'il y a eu au Luxembourg notamment, et qui a éclaté donc, il y a 3 ans ou 4 ans, donc du coup, et en même temps, ces grands cabinets d'audit, donc en même temps, ils valident les comptes, mais en même temps, ils conseillent aux États, aux multinationales, de délocaliser dans les paradis fiscaux, ou en tout cas de faire de l'évasion fiscale pour pouvoir justement être plus rentable, en tout cas avoir plus de bénéfices, puisque comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif c'est de baisser les dépenses et augmenter les recettes. Donc en effet, le fisc c'est une dépense. Donc si on évite le fisc, on a plus de profit. Voilà. Et donc c'est vraiment les deux casquettes de ces cabinets d'audit et qui prennent un pouvoir assez important en termes de lobby, y compris l'Union européenne, etc. Donc les commissaires aux comptes donc, veillent uniquement aux intérêts des investisseurs et des actionnaires, donc en certifiant les comptes des entreprises mais aussi des États. Ils permettent d'établir du coup des comparaisons, donc, puisqu'ils donnent à lire sur les mêmes critères, donc les multinationales ou les États. Donc du coup, les investisseurs, on peut comparer les plus-values financières possibles. Et donc ça a introduit notamment par rapport aux États et par rapport à leurs dettes, la notion de performance financière. Voilà, où il y a une grille de lecture des États qui est faite à partir de ça. Et notamment, je pense qu'on a entendu pas mal parler hein, des fameux 3A ou des 2A, où attention, la France va perdre ses 3A, c'est-à-dire que par rapport à ça, les agences de notation aussi donnent des notes aux États au niveau financier pour avoir un taux d'emprunt qui est important. Mais je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure sur les agences de notation qui sont vraiment les deuxièmes acteurs assez importants dont on nous parle assez peu mais qui finalement ont énormément d'importance.
Donc ces grands cabinets d'audit, donc du coup, poussent à baisser les dépenses, hein, ils assèchent donc du coup les comptes publics, parce qu'évidemment quand il y a de l'évasion fiscale, ça veut dire que les autoroutes ou les hôpitaux, enfin les services publics qui doivent donc fonctionner avec de l'argent de l'État, il n'y a pas de rentrée fiscale des entreprises. Donc du coup, ça veut dire que ça génère l'austérité, et puis ça pousse à la privatisation aussi des services publics. Et puis sinon, donc pour les entreprises, c'est aussi pousser à l'austérité, c'est augmenter en effet les recettes et puis baisser ce qui coûte, hein, c'est-à-dire les salaires, qu'on appelle le coût du travail, les stocks, enfin tout un ensemble de choses. Alors, pour le rôle des agences de notation, alors là, ça s'appelle les Big Free, ils sont 3. Pareil, c'est celles qui sont les plus importantes. Donc, il y a Fitch, il y a Moody's et Standard & Poor's. Là, j'ai mis, pour la France, hein, l'évolution de la dette. Alors, on voit qu'il y a un changement, qu'on a perdu le 3A, mais qui était lié en fait à la crise de 2008. Alors là, je l'ai mis pour l'État, mais pour toutes les multinationales, vous avez le même type de choses, hein. Même les banques elles-mêmes sont cotées. Toutes les entreprises qui ont donc ce système de normes comptables donc, rentrent dans la visibilité au niveau des agences de notation. Et vous avez même un classement pareil pour les communes, les villes, les régions, les départements. Vous avez alors c'est pas obligatoire, mais vous avez tout un ensemble de villes qui, pour avoir des emprunts, donc se mettent donc en œuvre pour justement être évaluées au niveau financier pour pouvoir avoir des emprunts. Et j'avais vu donc en 2011, par exemple sur les 3A, donc Paris avait 3A avec les régions Île-de-France, Rhône-Alpes aussi, voilà, bon, vous aviez tout un ensemble de choses. La moins bien cotée c'était à Aubagne, donc du coup on lui conseillait de baisser ses dépenses, etc. Voilà. Donc on ne le sait pas trop, mais c'est vrai que même les villes, et d'ailleurs vous savez la fusion des régions qu'ils ont fait, donc on est passé à 13 régions, en fait c'était dans cette logique-là aussi, ils l'ont équilibré par rapport au niveau financier en fait, hein, sur ces possibilités-là. Au niveau de l'Union européenne, donc les euro-régions doivent pouvoir en effet se financer. Donc l'équilibrage qui a été fait au niveau des régions, même si on ne nous en a pas trop parlé, enfin, il y a certains médias qui en parlent, mais bon, c'est pas forcément les plus connus. En effet, c'était par rapport justement à la possibilité de pouvoir avoir ces notations-là et d'être en tout cas équilibré d'une région à l'autre.